Bon, on va lentement reprendre les opérations. Voilà. Tout le temps qu'on aura perdu, il faudra le perdre à la prochaine récréation, hein, c'est comme ça. Donc on va... Non, je plaisante. Donc, 2 mots pour la prochaine présentation qui suit. On a invité Stéphane Berthier de nous parler un peu de l'histoire du Lamelé-Collet. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte quand on travaille un peu avec on peut dire, avec la recherche, avec les gens qui cherchent aujourd'hui, qui innovent et qui sont pris, on peut dire, dans des sortes de tourbillons d'innovation. Eh bien, souvent, ce travail est assez aveugle en fait sur ce qui s'est passé il y a ne serait-ce que 30 ans. Et un exemple que j'aime bien citer souvent, c'est en France, il y a eu dans les années 80, début des années 80, un programme public d'aide à l'expérimentation. Ça s'appelait REX, Recherche expérimentale. C'était un programme sur l'expérimentation et la standardisation ouverte. Ça a donné des très belles choses en bois, des projets. Au début des années 80, vous avez en France plusieurs architectes qui font et de la quantité et de la qualité. Et après, ça s'est perdu. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ne connaissent, qui sont, on peut dire, dans le milieu de la recherche, du bois, de l'innovation, et qui ne connaissent même pas qu'il y a 30 ans, il y a une autre vague qui a essayé d'innover. Et je pense qu'on gagne du temps finalement à savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, il y a ne serait-ce que 30 ans. Donc, Stéphane Berthier va nous parler un tout petit peu de l'émergence et de la naissance du Lamelé-Collet à l'échelle européenne. Hein, comment ça s'est fait, comment c'est venu, comment on en est venu à construire, on peut dire, de la grande portée et à faire tout ce qu'on voit aujourd'hui ici. Voilà, donc je lui passe la parole, merci. Bien, bonjour à tous. Merci Christophe pour cette présentation. Je vais parler du Lamelé-Collet, mais pas que, en fait, puisque je vais surtout m'intéresser... C'est avec ça. Je vais surtout m'intéresser en fait à l'émergence des structures spatiales en bois dans les années 60-70 en faisant un focus sur le travail qu'a réalisé Robert Lourdin, qui était un ingénieur français, et ce travail appartient à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'art de l'ingénieur, qui est une sorte de catégorie de l'architecture dont on ne sait jamais si elle appartient pleinement ou pas pleinement à l'architecture. Mais en même temps, quand on regarde les livres d'histoire d'architecture, par exemple l'histoire d'architecture du XXe siècle, c'est plein d'exemples d'art de l'ingénieur qui appartiennent complètement à l'architecture. Alors, ce monsieur, Robert Lourdin, a d'abord fait il est de nationalité française, il a fait des études d'architecture en Allemagne, puis il est revenu en France, et il a été chargé par le Centre technique du bois, à la fin des années 50, de suivre le développement du bois Lamelé-Collet, dont il dressera un état complet dans son mémoire d'ingénieur du CNAM, puisqu'il suivait en même temps les cours du soir au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Il a fait ce mémoire sous la direction de Jean Prouvé, ce qui est à mon avis assez significatif. Après quoi, il montera son propre bureau d'études pour développer ses nouvelles charpentes en bois, qui sont issus des sciences de l'ingénieur, et puis il va en exploiter pendant une dizaine d'années, de 1960 à 1969, date de ce colloque. Il va en exploiter à peu près tout le potentiel créatif, et de manière très très rapide par rapport à l'inertie qu'on peut observer aujourd'hui dans les innovations. Donc il fait ce colloque à Bruxelles, au Centre d'études architecturales de Bruxelles, à l'invitation d'un autre grand ingénieur qui est un peu plus âgé que lui, qui s'appelle Robert Le Ricollet, qui est enseignant à l'Université de Pennsylvanie. Et j'imagine que si vous êtes ingénieur ou même architecte, vous connaissez la figure de Robert Le Ricollet, qui est à peu près incontournable dans l'histoire de l'ingénierie. Et ce colloque était consacré aux structures spatiales en bois, pour la première fois. Et donc il va présenter son travail, et ce travail, c'est une recherche exploratoire sur la faisabilité en bois de toutes les typologies de structures spatiales qui ont été inventées antérieurement au début du XXe siècle dans les domaines de l'acier et du béton. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'art de l'ingénieur ? Ce que vous avez à l'écran, c'est la photographie du catalogue de l'exposition éponyme
qui a eu lieu au Centre Pompidou à Paris en 1997 et dont le commissaire d'exposition était Antoine Picon. Picon décrit l'art de l'ingénieur comme un art des structures, servi par une pensée technique armée de la connaissance scientifique. Et il explique qu'avec cet art, l'architecture bascule des arts libéraux vers les arts mécanistes, qui sont, selon lui, dégagés de tout recours aux symboles culturels caractéristiques de la création architecturale, et la beauté de l'art de l'ingénieur est celle, universelle et abstraite, de la mécanique des formes. Et son objectif principal, nous dit Picon, c'est celui de l'économie de matière, ce que formule très bien Robert Le Ricollet dans son mantra ou son slogan lorsqu'il introduisait ses conférences en disant « portée infinie, poids nul ». Et dans le domaine de la construction bois, on peut dire que cet art de l'ingénieur procède essentiellement par transfert des sciences de l'ingénieur qui ont été élaborées fin du 19e, début du 20e, notamment dans le domaine de la charpente métallique. C'est un art de l'ingénieur qui est rendu possible par les développements des outils industriels qui vont permettre de produire de manière courante et sécurisée les bois lamellés-collés, les bois contre-collés, les panneaux de contreplaqué, les agglomérés, etc. Il est rendu possible par les progrès d'école, au tournant des années 50, fin des années 50, et il est surtout rendu possible par le développement des connecteurs métalliques. Ça, c'est très important. Et grâce à toutes ces innovations, la construction bois va pouvoir, dans les années 60, changer d'échelle et concurrencer d'une certaine manière les constructions en acier et en béton. Alors, bien sûr, il y a plein de choses avant. Pardon. Reste là. Bien sûr, il y a plein de choses avant. Bien sûr, il y a une généalogie. Quand je fixe ce tournant des années 60 pour parler du développement de l'art de l'ingénieur en bois, vous me direz que ce n'est pas tout à fait exact. Le bois est resté un matériau vivant pendant tout le XXe siècle, même si au début du XXe siècle, le béton, l'acier et les matériaux de la modernité ont pris le devant. Et c'est sans doute au début du XXe siècle que le bois s'est modernisé, qu'une connaissance scientifique s'est constituée, que des modes de production industrielle se sont développés et que les nouveaux matériaux apparaissent, et notamment grâce aux recherches militaires, avec les contreplaqués dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, ou les premiers lamellés-collés aussi, qui étaient étudiés par la marine américaine en 1937 pour tenter de faire une coque de dragueur de mine en bois, pour que la coque ne déclenche pas les détonateurs magnétiques des mines. Donc en fait, les guerres, comme on le sait, ont toujours été des facteurs d'innovation assez impressionnants. Avant ça, il y avait bien sûr le système Hetzer en Allemagne, qui était l'ancêtre du lamellé-collé. Enfin, c'était du lamellé-collé, mais collé avec de la colle caséine, qui n'était pas une colle tout à fait performante. Et donc c'est surtout à la fin des années 50, voire début des années 60, que les grandes charpentes en bois deviennent une solution alternative, techniquement et économiquement viable pour faire concurrence à l'acier et au béton. Et une clé de ce moment d'innovation, c'est sans doute la découverte des colles résorcines à la fin des années 50 qui ont suppléé toutes les autres colles qui existaient avant, parce qu'elles étaient mécaniquement très performantes, pérennes et surtout insensibles à la vapeur d'eau, ce qui n'était pas le cas de la caséine. Donc dès lors, le lamellé-collé va connaître un essor formidable. Ici, vous avez une photo en haut à gauche du pavillon de la Finlande par un architecte qui s'appelle Pietilä, en 1958, dont toute la structure porteuse est réalisée avec des bois lamellés-collés. Et puis 3 ans plus tard, en 1961, vous avez la halle Joseph Maigret à l'INSEP à Paris, qui est déjà un exploit technique puisqu'elle fait 89 mètres de portée et 138 mètres de longueur. On arrive ensuite à la patinoire de Grenoble en 1964, qui fait 93 mètres de portée, sur laquelle a travaillé Robert Lourdin comme ingénieur, avec un architecte qui s'appelle M. Guichard et l'entreprise Bermao. Ce travail d'élaboration des grandes structures est en rupture avec les traditions artisanales. Il n'est pas la continuité de l'art du charpentier par d'autres moyens, mais il témoigne de la prise en main d'un matériau par les ingénieurs et par l'industrie. Pour bien éclairer ça, Jean Prouvé disait dans une interview en 1978,
parce que Jean Prouvé, qu'on connaît comme l'homme du métal, a en fait beaucoup travaillé avec le bois en réalité. Si vous passez de l'autre côté, si vous allez voir à Évian, la grande buvette d'Évian, c'est des panneaux en bois, c'est des panneaux Rousseau. Et toutes ces maisons sont faites avec des panneaux contrecollés Rousseau, qui étaient l'ancêtre des CLT d'aujourd'hui. Donc là aussi, l'innovation, c'est amusant. On parle des panneaux contrecollés aujourd'hui comme une grande innovation de ces 10 dernières années. Mais en fait, on sait fabriquer des panneaux contrecollés depuis 1952, je crois, à peu près. Bref, je reviens à cette citation de Jean Prouvé parce qu'elle est éclairante. Il disait « Je n'emploie pas le bois de manière traditionnelle, je l'emploie en cherchant des éléments industrialisables qui le façonnent, non pas comme le faisaient autrefois les charpentiers, mais par la machine. En bois, ce qui compte, c'est d'avoir un matériau fibreux, et on le reconstitue en disposant ces fibres beaucoup mieux, cela permet d'avoir des portées énormes. » Donc on comprend à écouter Prouvé que le bois devient une matière finalement assez artificielle, que le bois c'est de la fibre et que l'arbre disparaît dans les machines de la transformation industrielle. Il y a aussi que les mots changent. Lorsque vous consultez l'encyclopédie des métiers éditée par les Compagnons du Devoir, on s'aperçoit qu'entre le tome qui est consacré aux charpentes traditionnelles et celui consacré aux charpentes modernes, auquel Robert Lourdin a d'ailleurs beaucoup participé, c'est plus du tout le même vocabulaire architectonique. Dans le premier tome, les charpentes traditionnelles, on parle de combles droits, à pans coupés, en étoiles, à bulbes, on parle de combles impériaux, etc. Et puis on passe dans le tome des charpentes modernes au terme de grilles, de structures plissées, de coques, de voiles minces, de résilles et de structures spatiales. On voit que ce qu'on appelait des fermes latines, des fermes mansardées, etc., ça devient des portiques, des arcs à 2 ou 3 articulations. Et puis même les éléments de construction eux-mêmes, comme les arbalétriers, les entrées, les poinçons, les blochers, ça devient des barres, des membrures, des panneaux, des caissons et des voiles. Donc on a complètement changé finalement tout le champ sémantique. Les assemblages, c'est pareil, on parlait autrefois d'enture, d'embrèvement, de tenons, de mortaise, de moisement, de chevilles, de clavettes, et après ça, on parle de crampons, d'éclisses, de boulons, de broches, de boîtiers ou d'étriers, donc on est passé dans le catalogue de la quincaillerie. Donc on peut poursuivre encore longtemps ces énumérations sémantiques. Ce qu'ils montrent, c'est qu'elles sont le signe visible d'un changement de mode de pensée, des savoirs et des savoir-faire du charpentier vers l'ingénierie et l'industrie. Et que les termes architectoniques que je vous ai cités, les voiles, les coques, les structures plissées, les résilles, etc., ne sont pas spécifiquement liés aux matériaux considérés, mais ne sont pas spécifiquement liés aux matériaux considérés élaborés dans une corporation, mais qu'ils deviennent de nature universelle. Alors, en introduction de ce colloque, dont je vous parlais au début, Lourdin présente le système constructif traditionnel comme un système de report de charges ponctuel au travers d'éléments qui sont successivement porteurs puis portés et qui sont disposés dans l'espace selon 2 directions planes qui sont la portée et la travée. Truc archi connu. Mais Lourdin explique dans ce colloque que certaines déformations observées lors de sinistres montrent que les choses ne sont pas aussi simples et que souvent la stabilité d'un édifice menaçant ruine est maintenue parce que des éléments supposés portés devenaient porteurs. Et qu'il y a donc une sorte de réciprocité structurelle qui mérite d'être étudiée. Pour le principe de réciprocité structurelle, il y avait cette petite vignette que j'ai trouvée dans une monographie de Cécile Balman qui explique, voilà, on ne peut mieux, je pense que tout le monde ici peut-être a fait l'essai de mettre 3 couteaux en équilibre sur 3 verges, c'est assez facile à faire. Donc, à partir de là, Lourdin définit les structures spatiales comme des surfaces continues dont la géométrie définit une portance multidirectionnelle qui répartissant mieux les déformations grâce à une meilleure solidarité structurelle. Et il commence par faire un rappel de géométrie. À son auditoire, il explique que d'abord il y a la géométrie, d'abord il y a des surfaces planes, des surfaces plissées, des surfaces à simple courbure, des surfaces à double courbure qui peuvent être de même sens ou de sens opposé, voire des surfaces quelconques. Et puis, en face de cet état très théorique de géométrie, il dit on a des dispositifs architectoniques qui nous permettent de réaliser ces surfaces. Et ces dispositifs architectoniques, ce sont les réseaux de poutres croisées, ce sont les structures pliées, ce sont les grilles tridimensionnelles, les voiles minces et les résilles. Donc on voit qu'il y a tout d'un coup un aspect assez théorique et puis des moyens de matérialiser les choses. Et donc on est dans une conception qui est beaucoup plus théorique que ce qu'on pouvait observer dans le monde de la charpente avant le XXe siècle.
Donc on a une logique comme ça qui va de la géométrie au dispositif architectonique et qui est universelle en fait, qui s'applique aussi bien au bois, à l'acier, au béton armé, pourvu que la matière transfère les efforts selon le modèle théorique. Donc le choix de la matière devient un choix d'opportunité, de disponibilité, d'économie, etc. La suite de son colloque est une sorte de publication, de présentation, et une démonstration de toutes ces réflexions théoriques au travers d'une série de réalisations récentes construites entre 1960 et 1969, alors qu'il doit avoir, je crois, 32 ou 33 ans au moment de ce colloque. C'est assez impressionnant cette époque pour ça. On commence avec un réseau de poutres croisées. Si je reclasse les présentations dans sa typologie, on commence par un réseau de poutres croisées. C'est la coupole de l'auditorium de Bourg-Saint-Maurice, réalisée en 1966 avec l'entreprise Rousseau. Donc c'est une double courbure de même sens, alors que la patinoire de Grenoble, sur l'image précédente, était une surface à simple courbure. À côté, vous avez l'église Saint-Gwen à Vannes, en 66 aussi. C'est une pyramide qui est constituée de 4 nappes triangulaires. Enfin, c'est un réseau de poutres croisées selon un système triangulaire. C'est géométriquement une surface pliée, puisque c'est une pyramide, ses arêtes sont rigides, et chaque face de la pyramide, c'est un réseau de poutres croisées. En haut à gauche, c'est la charpente de la cafétéria de l'hôpital d'Allonnes dans la Sarthe en 64, qui est une pyramide aplatie sur un plan pentagonal. Et donc on a à la fois un réseau de poutres croisées et une structure pliée, puisque à nouveau les arêtes de cette pyramide donnent de la raideur à l'ensemble. Et les deux autres images sont celles de la piscine de Coursailles à Aulnay-sous-Bois en 68. Alors c'est intéressant parce que c'est un réseau de poutres croisées qui décrit un pH. Et si vous regardez bien, en réalité, les poutres ne sont pas droites comme souvent sur les pH, mais les lignes des poutres décrivent en fait la courbure du pH. Et vous lisez les directrices du pH en alignant les nœuds de chaque poutre. Donc il est allé chercher une difficulté qui est assez étonnante ici. Dans la catégorie des grilles tridimensionnelles, il a aussi travaillé pour les hangars Serfati dans le port du Havre en 62. Pour une église à Rennes sur le côté droit de l'image, qui est elle aussi un système pyramidal qui est composé de panneaux tridimensionnels en appui les uns sur les autres. On n'a pas toujours du lamellé-collé, mais partout les connecteurs sont des connecteurs métalliques. Il n'y a plus d'assemblage bois-bois. Ça, c'est une grande caractéristique de la charpente moderne. On passe ensuite aux structures plissées avec le préau de l'école de Gonesse en 1960, qui est une rosace constituée de panneaux contrecollés de l'entreprise Rousseau, les mêmes panneaux qu'utilisait Prouvé pour la buvette d'Évian, et qui fabrique comme ça un très beau motif géométrique. Et puis juste à côté, vous avez l'église Saint-Martin de Tours à Rennes, construite en 68, et qui, elle, on pourrait dire, quand on la voit en plan sous sa forme de coquille Saint-Jacques, qu'elle est presque un début du biomimétisme quelque part. Cette structure plissée permet de reconstituer comme ça un imaginaire proche du biomimétisme en référence à la coquille Saint-Jacques. Et ça donne un résultat assez beau parce que finalement les plis décrivent des tympans triangulaires qui seront la localisation logique des vitraux de l'église. Enfin, il y a une sorte de grande cohérence architectonique dans ce travail. Je passerai rapidement sur les voiles minces, parce que évidemment les années 60-70 sont la grande époque des paraboloïdes hyperboliques, ou PH, qui sont complètement datés aujourd'hui. Plus personne fait ça, enfin plus personne n'en veut, mais voilà, c'était évidemment la grande époque. Elles ont l'avantage d'être des doubles courbures de sens opposés, mais qui sont des surfaces réglées, c'est-à-dire qu'on peut les décrire par des droites, donc ça permet d'en faire des coffrages très facilement. Ici, c'est une école catholique à Châtenay-Malabry. Et ces PH, on les connaît surtout dans l'architecture du béton. On pense tous à Félix Candela, notamment le grand maître des PH. Mais Lourdin se disait, mais si finalement on doit réaliser un coffrage en bois pour faire ces PH en béton, et si on faisait le coffrage en bois correctement du premier coup? Et dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin de couler du béton par-dessus pour ensuite déposer ce coffrage sophistiqué. Assez intéressant comme raisonnement. On en retrouve d'autres dans des halls scolaires, mais j'ai l'information que je dois aller assez vite. Dernier chapitre exploré toujours dans cette petite décennie, c'est les résilles.
Les résilles qui sont des réseaux de lignes géodésiques dont l'épaisseur est négligeable relativement à la portée. Ça, c'est l'église de Viroflay, à côté de Versailles, construite en 1967. C'est une résille losangée en bois massif. C'est une unique pièce de bois qui est répétée avec le bon angle et qui décrit une portion de sphère. Et l'église est réalisée par 2 portions de sphère en résille losangée qui se rejoignent sur l'axe de la nef qui est constitué de ce grand arc en bois lamellé-collé. Alors pour être honnête, les résilles losangées, c'est plutôt une invention encore antérieure, je crois que c'est fin 19e, tout début 20e, c'est un ingénieur allemand qui s'appelait Monsieur Zollinger qui a mis ça au point, mais il n'utilisait ces résilles losangées que pour décrire des voûtes à simple courbure. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit des résilles losangées avec des surfaces à double courbure. Et en même temps, il change d'échelle puisque ces grands arcs en lamellé-collé lui permettent tout d'un coup de couvrir une église entière. Donc bref, ces 10 années d'expérience lui ont permis d'explorer quasiment tous les types de structures spatiales en bois, très rapidement, et il les présente en 1969. Évidemment, en 1978, paraît, grâce à M. Natterer et quelques autres auteurs, le fameux ouvrage Holzbau Atlas, si je ne dis pas de bêtises, qui est traduit en français par Construire en bois, mais qu'on aura en traduction française un petit peu plus tard, en 87, 9 ans plus tard, qui dresse, lui, un panorama assez complet de toutes ces structures spatiales. Alors, il y a évidemment beaucoup de charpentes traditionnelles dans Construire en bois, mais il y a aussi toute une série de structures spatiales, et on se rend compte que ce sur quoi travaillait M. Lourdin, eh bien, finalement, tout le monde travaille un peu dessus, un peu partout dans le monde, à 2-3 années d'écart, peut-être 5 ans d'écart parfois. Ici, vous avez une grille tridimensionnelle qui définit une charpente pyramidale, et c'est au Japon. Là, c'est un projet sur lequel avait travaillé Julius Natterer, je crois que c'est 1972. C'est 1972, c'est pour les JO de Munich, qui est aussi une résille en quelque sorte, hein, même si c'est un dôme géodésique, parce qu'on peut considérer que l'épaisseur de sa grille est complètement négligeable par rapport à sa portée. Et à nouveau, ce dôme géodésique, qui est évidemment inspiré des travaux de Buckminster Fuller dans les années 50, peut être est uniquement assemblée par des barres en bois reliées entre elles par des connecteurs métalliques. À nouveau des dômes qui sont un peu différemment réalisés, puisque là, ce sont des structures plissées maintenant. Ce sont des structures plissées qui sont faites en panneaux d'agglomérés, qui sont reliés entre eux par des charnières métalliques et qui permettent, en les assemblant comme ça, de décrire un espace un peu plus complexe qu'un simple dôme. Ça s'est réalisé à Schackingen en Allemagne, et les concepteurs, c'est Köchling et Ficker. Et puis, autre projet sur lequel a travaillé Julius Natterer, c'est en 1969 avec Benich et Partner comme architecte, et c'est à nouveau un paraboloïde hyperbolique, un PH, parce que voilà, c'était la grande époque de ce genre d'ouvrage. Il est un peu différent des PH de Robert Lourdin, dont la courbure, enfin le voile était réalisé avec des panneaux contre-collés. Là, c'est 3 cours de planches clouées qui sont ensuite renforcées par des nervures qui vont permettre, on les voit sur la coupe, ces nervures, hein, enfin sur les 2 coupes, sur la coupe de détail et sur la grande coupe, et ces nervures vont permettre de reprendre les efforts de traction du PH. Mais en tout cas, dans cette même période, comme ça, toute cette grande ingénierie et toute cette invention architectonique des structures spatiales se développe un peu partout dans le monde. Honnêtement, on en trouve aussi en Angleterre, aux États-Unis, et il est difficile de dire qu'il y aurait un foyer plutôt qu'un autre. En fait, je pense que la connaissance est quelque chose d'extrêmement liquide. Et puis oui, pour terminer, à tout seigneur, tout honneur, évidemment, cette grande résille comprimée de la multi-halle de Mannheim par Frei Otto, qui est probablement d'une élégance architecturale encore inégalée aujourd'hui, et qui est une résille et qui appartient elle aussi à cet univers des structures spatiales. C'est 2 dômes, donc 2 surfaces à double courbure, qui sont reliées par un petit élément qui va prendre une courbure inverse. Donc on pourrait dire que tout a à peu près été inventé dans cette période, en tout cas tout ce qu'on connaît de ces architectures un peu héroïques de la modernité. Et si on trouve aujourd'hui quantité d'œuvres un peu atypiques, un peu non standards,
En fait, quand on analyse toutes ces œuvres, on se rend compte qu'elles appartiennent toutes aux catégories et de géométrie et de dispositifs architectoniques qui étaient déjà définis dans les années 60. Par exemple, le Métropole Parasol, c'est un réseau de poutres croisées. Le Pompidou de Metz, eh bien, c'est une résille tendue. Ou ce petit projet à Tokyo, c'est une structure plissée. Simplement, ce qui, dans les années 60, devait être calculé, dessiné à la main, et donc devait être assez laborieux à étudier, restait dans des formes simples. Aujourd'hui, probablement, les outils numériques permettent de maîtriser une complexité formelle que les pionniers de cette ingénierie ne maîtrisaient pas à l'époque. En même temps, ce lyrisme nous interroge puisqu'on repense au mantra de Robert Lurie-Collet, portée infini, poids nul, et on se dit que tout d'un coup, dans tous ces projets, quand on les visite, il y a peut-être beaucoup de matière, il y a peut-être énormément de matière en réalité, et que ce lyrisme architectural se paye avec beaucoup de consommation, et qu'au regard de la pression qui pèse sur nos ressources aujourd'hui, dont on a parlé déjà un peu ce matin, et qu'on connaît bien, parce que évidemment, si on devait tout construire en bois, nos forêts ne le supporteraient sans doute pas vraiment. Cette question de l'économie de matière mérite peut-être d'être remise au centre des débats et de réfléchir à cette leçon que nous ont donnée les pionniers. Voilà, je vous remercie pour votre attention.